France Maghreb 2. Eh bien, le bonjour chez vous, c'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2 et mon petit doigt me dit que vous allez peut-être avoir le temps d'écouter surtout ceux qui sont en voiture parce que depuis ce matin c'est un peu la pagaille dans Paris et en région parisienne avec les forains qui bloquent là et a priori ça va pas se calmer pour tout de suite. Bonjour Ossine Ras. Salut Christophe, salut tout le monde, salut Christophe. Comment ça va Ossine? Ça va très bien. Le mardi c'est Ossine évidemment. Exactement. Voilà. On va inventer un petit slogan. Oui, on va se le faire. on va se le faire tranquille. Jusque 18h sur France Maghreb 2, vous allez pouvoir évidemment comme d'habitude nous appeler pour participer, échanger, débattre autour de différents sujets que nous allons vous proposer aujourd'hui au 01 40 33 9000. Alors pas d'avis tranché pour l'ami Ossine, mais deux coups de cœur pour le prix d'un. Voilà. On va revenir sur l'événement de ce samedi que j'organise à Sarcelles avec tout et Inan Bibliothèque avec notre invité Anan Chari. On va parler de l'événement aujourd'hui et demain on l'aura à l'antenne. Oui, d'accord. Anan Chari qui est la fille de la première décédée, enfin personne tuée du côté de Nice après les attentats, donc la première victime des attentats de Nice. Exactement. Et deuxième coup de cœur, on va revenir sur le festival Tactique Collective qui va commencer le 11 novembre à Toulouse dans le quartier des Isards. Oui. Et puis on va revenir là-dedans avec tout un programme. On aura à l'antenne Salah Mokran qui va nous justement expliquer son programme et mieux son événement. Et puis le coup de cœur musical justement Youssef Swat, un jeune rappeur qui sera justement au festival à Toulouse et on va écouter son titre Le Petit Moha. Le Petit Moha. Très bien. Eh bien, tout cela sera à 17h pour Salah Mokran, qui est on peut le dire, le frère du groupe Zebda. Exactement. Voilà. Pas n'importe qui. Qui s'appelle Origine Contrôlée maintenant. Origine Contrôlée, absolument. Ouais, qui cartonne d'ailleurs. Et cartonne. Ouais. Absolument. Alors, c'est parti. Jusque 18h sur France Maghreb 2. Vous voulez le programme de ce grand forum pour ce... Oui. Oui, Ah, vous le voulez? vendu Oui, vous le voulez. Tous, eh bien, vous allez l'avoir. Vous inquiétez pas sur France Maghreb 2. C'est parti. Voici le sommaire de cette émission. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, une fusillade a fait 26 morts dans une église du Texas dimanche, alors que Donald Trump prie pour l'Amérique. Il se refuse à rouvrir le débat sur l'encadrement des armes aux États-Unis. Nous y reviendrons dans un instant. Algérie, 350 millions de dollars de plus pour la grande mosquée d'Alger. Où est passé l'argent? France, 3 mineurs de 14 et 15 ans condamnés à de la prison ferme pour avoir échangé avec des terroristes sur Telegram. Le parquet a fait appel de cette décision. La question LGF. Depuis hier, les collégiens qui le souhaitent pourront bénéficier de 4 heures hebdomadaires de soutien scolaire gratuit. Les devoirs sont théoriquement interdits en primaire. Faut-il aussi les interdire au collège? C'est à cette question que vous répondez aujourd'hui sur Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Je vous donnerai dans un instant les toutes dernières tendances. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le grand forum avec Ossine Ras en ce mardi après-midi. Vous le savez, on l'a appris hier, donc des cours de soutien pour ceux qui le souhaitent pourront être donnés au moins 4 heures par semaine pour les collégiens. Vous savez que théoriquement les devoirs sont interdits en primaire, je dis bien théoriquement parce qu'il y a encore des devoirs qui circulent. La question du jour aujourd'hui, on vous la pose clairement, est-ce qu'il faut interdire donc les devoirs pour les collégiens? Bien vous êtes assez partagés, je dois dire, sur le Facebook France Maghreb 2 vis-à-vis de ce sondage, donc parce que vous êtes 47% à être pour l'interdiction donc de ces devoirs au collège contre 53% à dire non, il faut donc continuer à donner des devoirs. Tiens Ossine, ça te rappelle un petit peu des souvenirs ça en tant que collégien? Est-ce que tu serais pour toi pour l'interdiction des devoirs pour que les enfants puissent rentrer une fois rentrés à la maison, puissent un peu se divertir, faire autre chose et profiter peut-être du soutien ou des devoirs au sein de l'école? Interdire directement, je trouve que c'est un grand mot. Réglementer un peu tout ça, pourquoi pas. Je trouve qu'il faudrait laisser un peu plus de temps pour la jeunesse après les cours. Une fois sortis de l'institution scolaire, de laisser un peu libre cours à leurs occupations, tu vois, parce qu'il y a de moins en moins de récréation à l'école, on est de plus en plus sérieux dès le matin et je trouve que c'est très difficile pour les élèves. Par contre, j'aime bien qu'on remplace ça ou qu'on compense ça par des devoirs, mais dans des salles partagées avec plusieurs élèves, divisés en plusieurs groupes, comme ça a été dit là par Macron pour les écoles, ce qui va arriver là. Je pense que je trouve que c'est une bonne idée. Il faut vraiment que ces salles de devoirs soient diminuées en nombre d'élèves parce que vraiment s'ils sont encore une trentaine, ça sert à rien. Comme dans les salles de perm à l'ancienne, franchement c'est ridicule. Des petits groupes d'une quinzaine d'élèves avec des personnes qui sont à côté d'eux, qui sont pas qui ne leur parlent pas d'une manière hiérarchique, tu vois, entre professeurs et élèves, mais d'une manière pédagogique et plus cool. Je pense que ça peut porter ses fruits.
Bon, en tout cas, votre avis nous intéresse. N'hésitez pas à continuer. Donc 47% à être favorable à ce que l'on interdise, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas à ce qu'on supprime les devoirs pour les collégiens. Eh bien, vous n'hésitez pas donc à nous donner votre avis, répondre à cette question via le Facebook France Maghreb 2. Je pense que c'est tout ça là, le côté des devoirs après les cours, faudrait les lancer sur des projets plutôt, des projets à partager avec d'autres élèves, même à la sortie d'école, je sais pas. Mais je pense que rendre la personne, les élèves entrepreneurs de leur vie dans des projets et les responsabiliser, Ouais. je pense que ça peut leur apporter beaucoup et ça va plus les responsabiliser par rapport à leurs cours aussi dans la journée. Ils auront plus de respect pour les professeurs qui les accompagnent dans ces projets, etc. Moi, j'y crois vraiment. Votre avis nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous le donner en 01 40 33 9000. Vous avez peut-être des collégiens au sein de votre foyer. Ils sont parfois bombardés de devoirs. Voilà, vous nous donnez votre avis qui nous intéresse. 01 40 33 9000. Je trouve que c'est bien, moi, les devoirs à la maison, quand même. Ça incite, si tu veux, l'élève à s'organiser, à essayer de se faire un petit planning, à essayer de s'avancer aussi quand il a beaucoup de devoirs. Et puis à essayer de gérer un petit peu son travail. Lourd. Quand c'est pas trop lourd, oui. Ouais. Parfois c'est un peu lourd, effectivement. Devoir, ça veut dire qu'ils doivent quelque chose, tu vois. Donc leur devoir le soir, devoir aller à l'école depuis le matin jusqu'au soir, etc., etc. Ça fait beaucoup de devoirs pour un enfant, tu vois. Et très peu de droits à un moment donné. Tu vois. En tout cas, je vois que les avis sont très partagés. Donc continuez à nous donner votre avis. On fera des petits sauts pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc 47% sont favorables, 53 ne sont pas favorables à ce que l'on enlève, on supprime les devoirs pour les collégiens. Vous continuez de répondre à cette question aussi bien sur le Facebook France Maghreb 2 que sur le Twitter France Maghreb 2 LGF officiel, pardon. Le Twitter c'est LGF officiel pour nous parler aussi, hashtag LGF officiel. Pour l'heure, on va partir aux États-Unis, mon cher ami Ossine, oui. Puisque dimanche en fin de matinée, un jeune homme a tiré sur l'église d'un petit village à quelques centaines d'habitants au Texas, armé d'un fusil d'assaut. Il est entré donc dans l'église et a ouvert le feu sur la cinquantaine de personnes rassemblées lors du service religieux. Puis il a pris la fuite après avoir été pris à partie par un habitant, lui retirant son arme, retrouvé mort donc dans son véhicule. Eh bien, à ce stade, 26 personnes ont été tuées. Un bilan qui risque donc de s'aggraver. En tout cas, c'est ce qu'avait déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui d'ailleurs évoque la pire fusillade de masse dans l'histoire de son État. Une vingtaine de personnes ont été également blessées. Les victimes sont âgées de 5 à 72 ans. La nature terroriste, elle, a été immédiatement écartée. L'identité de l'auteur a été connue assez rapidement. Il s'agirait donc d'un ancien militaire de 26 ans originaire du Texas. En 2012, il a comparu devant une cour martiale pour avoir notamment agressé sa femme et ses enfants, condamné à 1 an de prison. Militaire, il a été dégradé avant de se faire envoyer en 2014. Une semaine avant de commettre son massacre, il avait posté une photo d'un fusil semi-automatique sur Facebook, mais on ignore encore les raisons de son geste, même si les choses se précisent, puisqu'il s'agirait donc d'un différend familial. Mais quand même, mon cher ami Ossine, ami auditeur, ceci nous pose une question. 30 000 décès par arme à feu chaque année aux États-Unis. 30 000, c'est énorme, hein. Après les tueries de Las Vegas en octobre, 58 morts, et d'Orlando en juin, près de 50 morts aussi. Le débat sur le contrôle des armes, donc, leur encadrement, est à nouveau relancé. Mais le président américain, en visite, vous le savez, en ce moment en Asie, était au Japon d'ailleurs, favorable au port d'armes, a préféré éviter ce fâcheux sujet. Il a dit, la santé mentale est le problème ici, ce n'est pas une question liée aux armes, a-t-il déclaré donc lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre japonais. Il parle donc de la santé mentale. Et comment il peut le savoir? Écoute, pour éviter peut-être de répondre aux vraies questions par rapport justement au fait qu'il y a un réel problème avec les armes. Je propose de l'écouter de l'intro pour ce qu'il a dit hier. Pour moi, le problème ici, c'est la santé mentale. Selon les premières informations de l'enquête, il s'agissait d'un individu mentalement très déséquilibré. Beaucoup de problèmes sur une longue période. Nous avons beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre pays, comme c'est le cas dans d'autres pays. Mais cette situation, elle n'est pas liée aux armes. On pourrait se pencher dessus, mais c'est un peu trop tôt. Heureusement que quelqu'un d'autre avait une arme et a tiré dans l'autre sens. Parce que sinon, ça aurait été bien pire encore. Mais ceci, c'est un problème aigu de santé mentale.
mental. C'est un événement très, très triste. Ce sont des gens géniaux et un événement très, très triste. Voilà mon point de vue. Voilà, pour Donald Trump, donc, qui insiste, parle de santé mentale, de beaucoup de problèmes de santé mentale aux États-Unis, selon lui. Évidemment, ce n'est pas un problème d'armes. Je pense, vu ce qu'il a dit, je pense que c'est lui qui a un problème de santé mentale. Comment, en étant à des kilomètres de l'autre côté de la planète, en plus, il avait juste simplement donné un petit tweet au début de condoléances. Franchement, je sais pas comment il peut juger de la santé mentale de cette personne dans ces cas-là, quand le lendemain il se passe un acte terroriste fait par un musulman. C'est aussi la santé mentale aux États-Unis. Pourquoi ça ne le serait pas? Mais alors le problème des armes, quand même, ce chiffre, 30 000 personnes tuées dues à des armes donc aux États-Unis, c'est énorme chaque année. On peut s'apercevoir que c'est une société qui s'est armée, que l'on a armé d'ailleurs. L'industrie des armes aussi est très importante, faut le dénoncer. Et donc aujourd'hui, d'avoir une arme, voire même plusieurs armes, c'est quasi normal aux États-Unis. C'est un délire. En plus, tu dis 30 000 personnes, ça me choque comme chiffre, ça fait presque une centaine par jour, presque 100 par jour. Bah oui. Et là, il y a des militants qui ont fait des manifs justement ce matin au Sénat, je crois. Oui. Et oui, ils exigeaient la vérification obligatoire des antécédents de tous ceux qui achètent des armes maintenant. Je pense pas que je sais pas si ça changerait quelque chose si on ferait par exemple, ok, pour le militaire d'hier, il y avait des antécédents par rapport à la cour martiale, etc. Mais je pense que même, il y a eu beaucoup de fusillades faites par des jeunes dans des lycées et qui avaient pas d'antécédents spéciaux, tu vois. Donc, je pense que ça change rien. Il faudrait vraiment. La tuerie de Las Vegas, par exemple. Ouais, exact, ouais. Est-ce qu'on peut considérer que, effectivement, c'était quelqu'un qui était dérangé? Enfin, oui, visiblement, oui, il était dérangé, mais. Pour eux, non, en fait. Mais ça me rappelle quelque chose qu'il a dit Donald Trump. Ça me rappelle un petit peu en France aussi. Directement, vous vous rappelez pas le petit jeune qui était rentré dans un collège ou un lycée pour tirer sur tout le monde directement? Il y avait même, je crois, je sais plus si c'était la présidente de la région ou je crois la ministre de la jeunesse, je crois, ou de la culture qui était partie sur place. Ouais, c'était Valou Belkacem qui était parti sur place directement en train de dire oui, mais le jeune avait des problèmes il était un peu solitaire, il avait des problèmes mentaux, etc. C'est pour ça qu'il a tiré sur tout le monde. Alors, on peut peut-être glisser tranquillement vers chez nous, parce qu'il y a eu quand même quelques affaires liées à des armes, des saisies d'armes notamment dans des quartiers, on retrouvait dans des voitures, dans des caves. Les armes, ça circule normal en banlieue parisienne, enfin en banlieue, dans les banlieues françaises. Aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des armes, faut pas le nier. Je sais pas comment ça s'est développé aussi rapidement et aussi facilement. C'est pas nouveau, il y en avait déjà eu à l'époque, mais aussi nombreuses et aussi facilement aujourd'hui, c'est ce qui est choquant. Il y a des armes de plus en plus sophistiquées qu'on peut retrouver, des Kalachnikov, etc. Des armes, exactement, des armes normales qu'on voit dans les films, par exemple, des armes qu'on voit dans les jeux vidéo, etc. C'est les mêmes. Elles sont dans les quartiers, elles existent. Maintenant, faudrait se poser des réelles questions. Est-ce qu'on va se retrouver maintenant que c'est dit et qu'on enquête là-dessus? Est-ce qu'on va se retrouver encore à une politique de répression dans les quartiers en croyant qu'on est tous armés et faire des stéréotypes encore sur notre dos? C'est pas vrai du tout, bien sûr que non. Ouais. Ou est-ce qu'on va rentrer, j'espère, dans une politique de sensibilisation, de travail avec les citoyens, etc. pour arrêter tout ça? Il est vraiment temps, parce que depuis un moment ça se développe et personne n'en parle, quoi. C'est un sujet. Donc il y a danger là, si on fait rien. Il y a danger, bien sûr, il y a danger. Ouais. Ça arrivait si plusieurs on laisse fois. Propager. Ouais, exactement. Faut faire quelque chose. Ça arrivait plusieurs fois dans les quartiers, dans Sarcelles et ailleurs. Je vais pas. Ça peut arriver même dans des quartiers chicos. C'est pas que dans les quartiers populaires que ça va. On le voit à Marseille notamment. Les armes sont très utilisées dans les règlements de compte. On le voit récemment à Grigny, à Antony. Apparemment, il y a eu vous n'êtes pas au courant d'ailleurs. Apparemment, il y a un jeune qui a été un jeune de 17 ans qui est mort. Là, c'est autre chose. C'est dû à une course poursuite avec la police. Il était sur un quad et sans casque, et donc la police, les voyant arriver sur lui, a accéléré donc, et il aurait percuté, alors dit-on la version officielle, un camion, et les jeunes donc du côté d'Antony disent que c'est la police qui a percuté, enfin c'est un véhicule de la police qui a percuté ce jeune homme qui est décédé de 17 ans. Du coup il y a eu quelques échauffourées du côté d'Antony dans le 11, oui, c'est ça, 91. On va tenter d'en savoir un peu plus, parce que c'est une nouvelle affaire qui malheureusement risque de faire un peu de bruit. Mais alors, pour les armes, on l'a vu dans de nombreuses affaires en France, des règlements de compte qui sont réguliers, notamment du côté de Marseille, mais aussi dans certaines banlieues. D'ailleurs, on n'en parle même pas. À la limite, voilà, c'est comme si ça concernait que un groupe d'individus, un quartier. Donc voilà. On va revenir sur un point quand même. Ouais. C'est pas la vie des quartiers. C'est pas ce qui arrive tous les jours, etc. Faut arrêter avec ça. Ça arrive de temps en temps, comme on l'a pu le voir
à Grigny, comme on a pu voir dans le 19e, ça reste de très beaux quartiers où il y a des vies, où il y a des habitants qui vivent, qui font bouger les choses avec des choses positives et qui essayent justement d'enrayer tout ça. Mais ils se sentent un peu seuls et c'est là où je dénonce tout ça. C'est qu'en fait, à part eux, pour calmer les quartiers qui sont même pas reconnus par toutes les institutions, etc. En plus, c'est souvent fait de manière citoyenne. Dans les médias, quand on en parle, c'est souvent de manière péjorative et il n'y a pas réellement un travail d'enquête qui est fait sur le terrain. Et c'est ça qu'on attend, une communication plus claire, proche des habitants et des actes à part de la politique qui sont aussi proches des habitants, quoi. Je voulais d'ailleurs peut-être saluer le travail qui est trop souvent masqué des différentes associations qui sont sur le terrain et qui travaillent, les collectifs, les personnes liées avec la jeunesse, qui travaillent alors parfois pour la mairie, d'autres pour des associations indépendantes et qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Et ces rapports donc de ces associations avec les jeunes sont très importants. Exactement. Ouais. Ça permet peut-être d'éradiquer une certaine violence et puis surtout pour essayer à ce que ces jeunes puissent se sentir insérés dans cette société, parce que parfois ce qu'on peut entendre de la part de ces jeunes, c'est que je me sens pas représenté, j'ai l'impression que la société ne m'accepte pas tel que je suis, etc. Et donc pour leur donner un peu des codes aussi à ces jeunes. Exactement, c'est ce qu'ils essayent de faire. Maintenant, le meilleur kiff pour demain, ce serait que ces jeunes eux-mêmes créent leur association et montent leur projet pour bouger les choses pour eux-mêmes, parce que souvent les associations, c'est des anciens ou un peu moins vieux qui les gèrent et qui les créent pour bouger les choses. Souvent dans les militants, il y a la jeunesse qui arrive. Nous, on voudrait bien aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui, dès qu'ils ont une idée, dès qu'ils trouvent une barrière, qui créent quelque chose, un mouvement pour vraiment casser ces barrières et créer des ponts avec les autres. Enfin, c'est dans c'est un petit peu utopique, mais je pense que c'est comme ça. Il faut que toutes les générations des quartiers, toutes les communautés commencent à vraiment s'insérer. Alors là, j'ai parlé d'associations, mais ça peut être des créations économiques, donc des créations d'entreprises, etc. pour pouvoir changer les choses pour leur quotidien. Et ils ont des idées brillantes en plus. Ça arrive souvent et très rarement mis en avant. Beaucoup de choses en tout cas qui émergent des quartiers. Voilà, il n'y a pas que de la violence, pas que de la drogue, pas que des choses mauvaises. Il y a aussi des belles choses. Et vous savez, moi j'ai eu à me lever très tôt pendant de nombreuses années, pour pas dire à 5 heures du matin, et prendre le premier métro. Je peux vous assurer que la France qui travaille, elle est plutôt noire et arabe. Voilà. Non mais ça c'est un constat, je suis désolé de le dire en tout cas. Allez, dans un instant, on va s'attaquer au zapping. Notre invité pour le premier coup de cœur de notre ami Osinaras pour nous emmener du côté de Toulouse pour nous parler d'un festival. On aura avec nous donc il s'appelle Salah Mokran, c'est ça? Exactement. C'est le frère du groupe Zebda, Origine Contrôlée aujourd'hui. Moussa Hakim, bien sûr, qui sera avec nous. Il est producteur. Il s'occupe de tout ça. Il a aussi l'association. Ils sont aussi à la tête de l'association Technique Collectif. Voilà. Très bien. On en reparle avec eux. Le zapping dans un instant. Restez bien avec nous. C'est le grand forum. Vos appels 01 40 33 9000. Un auditeur vient de m'appeler pour me dire Anthony, c'est dans le 92. C'est ce que j'allais dire. En plus, je l'ai dit en tout petit. Peut-être qu'il m'a entendu quand je dis c'est peut-être dans le 92. Et oui, effectivement. Bon, alors merci, ami auditeur. Oui, ça nous arrive souvent. À Sarcelles, souvent dans les journaux, ils disent 93, alors qu'on est du 95. T'as vu, moi j'ai fait 95, Val d'Oise. Exactement. Voilà. On dirait donc, pas. Mais Anthony 92. Désolé. J'ai eu un petit doute pour le coup, mais merci à toi en tout cas, ami auditeur. 01 40 33 9000. Comme quoi, il vérifie si on dit pas de conneries. Désolé. Très important. Allez, vous prenez la parole évidemment. On va s'attaquer juste après Salah Mokran qui sera avec nous dans un instant à la grande mosquée d'Alger, parce que on n'en finit pas avec cette mosquée d'Alger. Il faut y rajouter près de 200 millions de dollars parce qu'il n'y a plus assez d'argent. Mais où est passé l'argent justement pour construire cette très grande mosquée dont le tapis, je le rappelle, on en parlait il y a quelques instants, tapis de prière qui a été acheté en Iran et rongé par les rats parce que les travaux tardent et que il n'est pas entretenu, etc. Enfin, ça devient du grand n'importe quoi cette gestion de la grande mosquée d'Alger. On en reparle avec vous bien sûr au 01 40 33 9000 et puis on se posera la question tout à l'heure. C'est une décision de justice qui m'intéresse, qui m'interpelle. 3 enfants de 14 et 15 ans, parce que ce sont des enfants qui ont été arrêtés l'année dernière et qui ont été jugés et condamnés à 3 à 6 mois de prison ferme pour avoir échangé avec un terroriste sur Telegram, sur l'application Telegram. Est-ce que c'est la bonne méthode justement pour répondre peut-être à ces jeunes qui peuvent être perdus de temps en temps? Est-ce que c'est la bonne méthode que de leur infliger, la prison dès l'âge de 14-15 ans? Alors je précise que le parquet a fait appel. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure bien sûr avec vous au 01 40 33 9000. À tout de suite.
LGF, le grand forum, au cœur de l'actualité toujours et encore avec vous, auditeurs, auditrices, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, pour partager, donner votre avis qui nous intéresse plus que jamais. On va s'attaquer donc au zapping, mon cher ami Hossein, Oui. avant de recevoir notre invité dans un instant. La journée du Premier ministre français hier, Édouard Philippe a été marqué par les mesures financières qu'il a annoncées, mesures financières pour venir en aide justement à Saint-Martin, mais également à Saint-Barthélemy, sa voisine touchée également par le passage d'Irma. Pas de charges sociales patronales payées par les entreprises des deux îles, c'est là jusqu'en novembre 2018, ça c'est la première grande annonce. À retenir également une aide de 62 millions d'euros à la collectivité territoriale de Saint-Martin, des coups de pouce malgré tout insuffisants pour apaiser la colère des habitants qui est importante. 2 mois après le drame, en témoigne cet échange entre une habitante de Saint-Martin et le Premier ministre. Écoutez plutôt. Comment expliquez-vous, vous, une maison où vous ne pouvez pas vraiment y habiter, qu'au bout de 2 mois, vous n'avez toujours pas un centime sur votre compte pour reconstruire au bout de 2 mois? Je suis pas votre assureur. J'essaie. Non, mais c'est vrai. Mais non, vous me posez la question, je vous réponds directement. Je suis pas votre assureur. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les assurances puissent faire le leur et puissent le faire bien et vite. C'est pas ce que je viens de vous dire. Et quand est-ce qu'on va nettoyer? Au bout de 2 mois, est-ce que vous trouvez normal si vous, devant votre maison, vous trouviez des poubelles pas vidées avec des mouches? On ne peut pas faire en sorte. Madame, écoutez-moi. Et pourtant, on est dans un endroit bien propre. Madame, simplement, ça se passe pas d'un cliquement de doigts et vous le savez. Eh ben, dites-le. Voilà, ça a été un échange assez tendu donc entre Édouard Philippe et une habitante de Saint-Martin, le Premier ministre qui a repris l'avion d'ailleurs hier soir pour entrer à Paris. Hossein, Il parle comme Macron, t'as vu? ah oui, On a l'impression que c'est du Macron. Vraiment, la manière de parler, etc. La manière de lui dire je suis pas votre assureur, même si c'était une plaisanterie. ça a fait rire 2-3 personnes autour, Ouais. pas franchement elle en tout cas. Exactement. Voilà, donc pour cet échage un peu musclé pour le coup. Après, juste pour revenir sur ce point-là, parce que c'est important de le dire aussi. Oui. Bon, Saint-Martin, ça a ses spécificités par rapport au Dom-Tom, etc., aux Antilles. Il y a d'autres îles comme la Guadeloupe, Martinique, etc., de Mayotte, qui croulent sous la misère. Qui est des intempéries ou non, bien avant ça, et j'espère que leur visite ne tourne pas que autour des intempéries, qu'ils vont essayer aussi de changer les choses pour l'avenir, pour les habitants de là-bas, parce qu'on n'en parle jamais, ça reste des Français, et voilà, je sais pas, mais il y a un gros chômage, gros taux de pauvreté dans toutes ces villes-là, sans oublier les réfugiés comoriens qui arrivent à Mayotte, c'est on n'en parle jamais ouais. aussi, pareil, c'est des dénis de la part des médias et des politiciens, qui cachent ça sous le tapis en faisant semblant qu'on est une grosse puissance, mais en vérité non, on est que dalle, et ça c'est important de le soulever et d'en revenir par rapport à toutes ces affaires-là, quoi. C'est l'un des gros titres du moment, mon cher ami Hossein, de l'actualité internationale, en tout cas de ce début de semaine, les révélations des Paradise Papers. Révélations sont de nouvelles accusations de fraude fiscale. Alors principalement, ce sont des personnalités à l'étranger qui sont montrées du doigt. On va citer la reine d'Angleterre ou encore le secrétaire d'État américain au commerce. Mais évidemment, le scandale a des répercussions en France. Et Jean-Luc Mélenchon s'en est emparé pour tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. Sur cette question justement de la fraude fiscale, le leader de la France insoumise fait un constat et il somme le chef de l'État d'agir. Écoutez plutôt Jean-Luc Mélenchon. Il faut se souvenir que c'était Monsieur Macron, lorsqu'il était ministre ou lorsqu'il était conseiller du président Hollande, qui avait la responsabilité de prendre des dispositions et qui n'a jamais prises. Et nous avons pu constater dans le débat sur le projet de loi de finances que tous nos amendements de lutte contre la fraude fiscale ont été tous rejetés. Le président de la République, le Premier ministre doivent dire combien de temps ils comptent supporter le pillage qui est en cours de notre pays, soit par la fraude, soit par l'évasion. Et une fois qu'ils ont sur les genoux les révélations que la presse vient de faire, que comptent-ils faire à part les jérémiades habituelles et les remarques creuses que l'on a l'habitude d'entendre à chaque fois que ça apparaît. Voilà Jean-Luc Mélenchon donc qui monte au créneau, qui tape du poing sur la table après la publication donc des Paradise Papers. Et un gros reportage va être diffusé ce soir sur France 2 par l'excellente Élise Lucet. Donc cache l'investigation pour faire des révélations justement sur des t-shirts, sur plein de trucs. Vous allez voir, voilà, ça va être une mine d'informations, chiffres à l'appui par Élise Lucet. Enfin, je salue parce que c'est une des rares journalistes qui fait vraiment un véritable travail d'enquête pour le coup. Oui, c'est clair. Bon, alors Mélenchon qui est dans son devoir d'opposition finalement, d'opposant. Ouais, il fait son taf. Sur ce coup, oui, on l'y attendait, donc c'est bien qu'il en parle. Mais bon,
On attend, je crois pas, je vois mal le gouvernement en place faire des paradis papers, etc. Le cadet de leurs soucis, quoi. J'y crois pas du tout. Alors après les premières révélations donc de cette affaire des Paradise Papers, eh bien les ministres des Finances de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour parler justement d'évasion fiscale. Le commissaire européen Pierre Moscovici doit notamment présenter le projet d'une liste noire des paradis fiscaux dans le monde. Écoutez le commissaire européen Pierre Moscovici qui était l'invité d'RTL ce matin. Je dis aujourd'hui mon message, il se tourne vers les États membres. Il faut maintenant adopter les mécanismes qui permettent de prohiber ces mécanismes d'optimisation fiscale qui choquent autant l'opinion publique de manière légitime. Et j'ai 3 propositions à faire. D'abord, liste noire des paradis fiscaux. Je dis ensuite qu'il faut rendre plus responsables les intermédiaires. Là, vous avez quoi? Une fuite sur l'activité d'intermédiaires, de cabinets d'avocats, de cabinets fiscaux, de banquiers. Et j'ai déposé en juin dernier, sur la table du Conseil des ministres, une proposition qui consiste à dire, elle est très simple, il faut que ces intermédiaires fassent la transparence sur les montages de planification fiscale, d'optimisation fiscale qu'ils vendent à leurs clients. Le jour où l'administration fiscale connaît ces procédés, alors cette administration fiscale va procéder de manière différente, c'est-à-dire qu'elle va appliquer de manière encore plus stricte les règles. Donc je demande à tous, à chacun, de faire en sorte que ce soit adopté rapidement. Enfin, ma 3e proposition, c'est de faire en sorte que les données comptables et fiscales des entreprises multinationales soient rendues publiques. Voilà pour les propositions donc du commissaire européen à la fiscalité Pierre Moscovici ce matin sur France Inter, non pas sur RTL, pardon, France Inter, au micro de Léa Salamé. Ça te convainc Bah, on va voir. Ouais. Tant qu'il a Moscovici, c'est le PS, non, si je me trompe? Oui, absolument. Ouais, donc voilà, c'est facile de taper là-dessus. Maintenant, on verra. Moi, je crois pas que le gouvernement en place, je répète, c'est pas le cadet de leurs soucis. Là, je le vois pas, Macron. Malgré tout, s'il ferait quelque chose par rapport aux plus riches, etc., aux évasions fiscales, etc., franchement, ça mettrait un gros coup à toute l'opposition et à la population française. Parce qu'on n'attend pas du tout Macron là-dessus. Il les protège plutôt. Je le vois plus en tant que protecteur de ces personnes-là. Suite de ce zapping avec des propos qui créent et qui font polémique. Et pour preuve, ils ont même été d'ailleurs retirés du compte Twitter de les Terriens du Dimanche. On les a retrouvés, heureusement. Voici la séquence officielle qui crée la polémique aussi, amis auditeurs, depuis hier matin. Ça s'est passé dans l'émission Les Terriens du Dimanche avec Thierry Ardisson. Les propos en question sont signés Jérém Star. Écoutez ce qu'il dit à propos de l'affaire Abdelkader Mera. Là, je vais être catégorique encore une fois. Bon, voilà, on connaît la valeur de l'acte terroriste, mais la vraie question, c'est quelle est la valeur de la complicité? Alors là, on joue sur les mots, il n'a pas été reconnu comme complice, mais c'est une certaine forme de complicité. Et pour moi, la complicité est aussi grave que l'acte en lui-même. Donc j'aurais tendance à dire 20 ans, c'est pas assez, la perpétuité, mais la perpétuité, j'ai pas envie de donner mon argent pour payer les cafés, l'électricité de ce mec. Donc encore une fois, il aurait dû être buté. Envoyé dans un pays comme l'Irak ou la Syrie. Mais normalement, nous, on en a quelque chose à foutre de la vie. C'est ça la différence fondamentale entre eux et nous. C'est que lui en a rien à foutre de la vie. Voilà, Jérém Star, donc, qui a eu cette sortie peu glorieuse pour le coup. Il dit que Abdelkader Mera aurait dû être buté en Irak, en Syrie. Ça crée la polémique évidemment. Ces propos prononcés dans l'émission de Thierry Ardisson, les Terriens du Dimanche, c'était dimanche soir justement sur C8. Et il dit que on va pas non plus l'entretenir en prison et payer les impôts pour l'entretenir et lui payer son café. Aussi, c'est un peu chaud quand même comme propos, non? Mais il parle au titre de qui en fait, Jérém Star? Il est chroniqueur dans cette émission. D'accord, ok. Je l'attendais pas sur ce sujet-là, c'est choquant. Ouais, voilà. Et pour finir ce zapping, on va une nouvelle fois signifier un double discours. Et quand je dis double discours et que je fais référence à une personnalité politique, tu penses à qui? Vas-y, il y en a tellement. Non mais un en particulier qui se fait remarquer quand même. Valls, voilà. Bingo. Eh bien écoutez, comment faire pour exister? C'est la question qu'on peut se poser pour Manuel Valls. En voici la preuve. Voici ce qu'il disait à propos de l'affaire Strauss-Kahn et ce qu'il dit à propos de Tariq Ramadan. Écoutez plutôt. Manuel Valls. Bonjour. Que pensez-vous de la plainte déposée par Tristan Banon contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol? Évidemment, dans ces moments-là, on pense à lui, à Anne, sa femme, à ses proches, à sa famille. Les accusations dont il fait l'objet, elles sont terribles. Le viol d'une femme. Il s'en défend, il nie,
Il va se battre, j'en suis convaincu. Le Parti Socialiste ne prendrait-il pas une bonne initiative en coupant politiquement les ponts avec Dominique Strauss-Kahn? Et pourquoi couper les ponts avec quelqu'un qui est innocent? Par ailleurs, moi, c'est une autre affaire. Je dénonce depuis des années la duplicité de Tariq Ramadan. Il aura fallu du temps, finalement, la triste vérité, celle-là, à la justice maintenant de l'établir. Enfin, les faits sont, comme on dit, semblent très concordants. Et voilà. Voilà. Les faits semblent très concordants, donc voilà, pour lui il n'y a pas de doute, hein. Voilà, pour les faits qui lui sont reprochés pour Tariq Ramadan. Par contre, pour Strauss-Kahn, non, il est innocent. Tu vois que ça donne un tremplin médiatique à ceux qu'on n'entendait plus. Tu vois, il y a du Manuel Valls qui revient sur les plateaux, il y a Caroline Fourest. Franchement, l'affaire avec Inda Yadi et Tariq Ramadan, ça a réveillé les plus réactionnaires des mecs qu'on avait enterrés depuis longtemps. On n'attend plus que Chelgoumi pour voir ce qu'il va dire. Ah bah Chelgoumi, il est sorti, il était invité il y a pas longtemps. Oui, absolument. Il a parlé de Tariq Ramadan, le violeur. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc tu vois, j'avais pas tort. On va saluer notre ami Bouba qui est là. Salut Bouba. Boubacar Sakonouko. Comment allez-vous? Comment ça va Boubacar? Ça va, excusez-moi, j'arrive aux heures grignoises, mais désolé. C'est normal, on connaît le RERD. Le rendez-vous avant, c'était très compliqué. Mais ah oui. Comment ça va Boubacar? Ça va et vous? Eh ben tu vas nous livrer dans quelques instants une petite chronique puisque tu vas nous donner des informations qu'on n'entend pas ailleurs. Alors là, j'avoue qu'on a hâte. Oui. Aucun souci. Le journal de Bouba. Donc dans un instant sur France Maghreb 2, juste le temps d'aller faire un petit tour du côté de Toulouse, mon cher ami Ossine, ami Bouba, avec Salam Khan qui est avec nous. Bonsoir Salam Khan. Bonsoir tout le monde. Salut Salah. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on va juste vous présenter. Vous êtes producteur et vous êtes aussi frère du groupe célèbre Zebda, origine contrôlée aujourd'hui. Voilà. C'est ça ou j'ai deux pas? frères, voilà, Hakim et Mustafa qui sont dans le groupe. Voilà. C'est mes jeunes frères, donc c'est eux mes frères. Pas moi là. Pas mal. Bien vu. Alors vous êtes producteur et à ce titre on vous a invité pour que vous puissiez nous parler d'un festival qui va se dérouler ce week-end. Oui, voilà. Alors la semaine prochaine en fait, ça démarre mercredi 15. Et c'est le festival Origine Contrôlée, c'est la 14e édition de ce festival Origine Contrôlée. D'accord. Qui se déroule à Toulouse, dans le quartier des Isards. Oui. Voilà, pour qu'on parle de ce quartier de manière un peu différente de oui, ce qu'on a pu entendre. C'est ça. C'est un quartier qui est célèbre. De chez Ardisson, là. Ouais. C'est un quartier qui est malheureusement célèbre par une actualité liée à la Fermera, etc. Absolument, voilà. Donc les Méras étaient de ce quartier. Ouais, voilà, absolument. c'est notre quartier. Alors quelle est la particularité, la spécificité de ce festival, Salah? En fait, c'est un festival où il y a une programmation culturelle, bien sûr, artistique, mais surtout aussi une programmation de rencontres, de débats. Et où chaque soir en fait on a toujours une projection, une rencontre avec un auteur, avec des militants, avec des universitaires, et ensuite une programmation musicale, donc cette année avec du rail, du théâtre algérien et du hip-hop. Donc on est très très axé sur les questions, sur l'idée en fait de travailler sur la mémoire et l'histoire de l'immigration et des quartiers populaires. Nous on veut démontrer que les quartiers sont riches d'histoire, de mobilisation, de culture, et qu'on a des choses à dire, quoi. Et qu'on peut, voilà, que les quartiers, ça peut, c'est des lieux de culture, en fait. Ossine. Oui, bah justement, le festival, moi je le connais bien, puisque l'année dernière j'avais eu l'occasion d'y être avec un grand plaisir d'ailleurs. J'y avais découvert justement Mourad Benchelali sur scène, qui expliquait son livre, et j'avais eu l'idée justement de créer Bibliothèque à partir de là. Donc voilà, moi ça reste un bon souvenir, et justement c'était mélangé avec une exposition Remember, si je me souviens bien. Il y avait sur scène un groupe gitan. Il y avait Origine Contrôlée. Donc c'était tout un mélange de débats et de culture que moi j'ai beaucoup apprécié. Et donc cette année ça revient encore en force, puisqu'il y aura La Rumeur. Il y aura Kazé et Youssef Swat entre autres, donc c'est des très bons auteurs à texte, en plus c'est des vrais rappeurs qu'on peut appeler comme ça. Et il y aura aussi Sheba Dalila et Cheb Rouali Zofin, donc déjà avec le petit mélange hip-hop rail, ça va être quelque chose. Donc moi j'invite tout le monde de toute la région autour à rejoindre Toulouse pour ce festival, vous le regretterez pas. C'est du 15 au 18 novembre, c'est ça? Ouais, c'est du 15 au 18 novembre, et puis je te remercie Hossein, parce qu'effectivement on avait passé un bon moment l'année dernière dans le quartier, et c'est vrai que vraiment on a tendance aujourd'hui à dire que dans les quartiers on peut plus rien faire. Nous, bon voilà, aussi on a été témoins, c'est un festival, un chapiteau
qui est au cœur de la cité, au pied des immeubles, et ça se passe très bien. Les gens sont heureux. Et on a besoin d'avoir des moments comme ça où on échange, où bien sûr on se rend plus intelligents les uns les autres en échangeant, et aussi on se fait du bien, parce que ça fait du bien d'écouter de la musique. Et voilà, quand on programme du rail, par exemple, on programme du rail, et on passe aussi, et on en parle du rail, parce que le rail c'est une culture. Exactement. Et donc voilà, c'est l'idée de parler du rail comme d'un phénomène de société, comme d'une vraie culture. Quoi. Et qui plus est de la bonne musique. Et justement, il y aura des diffusions du film L'Ascension avec la présence de Nadir Dendoun. Absolument, ouais. Voilà. Donc là, on fait une spéciale Nadir cette année. Il est là 2 jours. Il le mérite. Et vous faites une autre diffusion du documentaire Hasni, non, je crois, non? Voilà, Chef Hasni, je viens encore de Jamel Kelfaoui, du regretté Jamel Kelfaoui, qui est un ami de longue date, et qui d'ailleurs lui nous a montré un peu la voie des festivals, parce que c'est un des premiers dans les années 80 à avoir lancé, à organiser un festival dans la banlieue à Bondy. Il y a de la banlieue dans l'air, donc c'est une manière on est dans sa filiation, quoi. C'est cool. Alors Mousse et Hakim, ils vont bien? Ben écoute, ils vont bien, très très bien. Là, ils ont encore quelques dates sur les week-ends d'hiver, et ils vont très bien. Ils sont Moustapha se répare son genou là. Il s'est fait mal sur scène l'été dernier. Voilà. Mousse et Hakim, c'est ça. Écoutez. Sur scène, ça doit être quelque chose quand même. Hein. Voilà. D'ailleurs, ils seront, je vous signale pour ceux que ça intéresse, ils seront sur scène avec Idir au Grand Rex, je crois, à Paris cette semaine. Je sais plus quelle date, mais voilà. Très bien. Voilà. Donc, et dis-moi, Salah, est-ce que tu pourrais nous organiser un jour, voilà, on va essayer, on tente, c'est du direct, hein. Un petit direct ici dans nos studios avec Mousse et Hakim, pour qu'ils puissent nous jouer avec leur guitare, par exemple ce morceau-là. Que tous les Algérois sont censés connaître. Salah, est-ce que c'est possible? Ben, franchement, dès qu'ils sont à Paris, on organise ça. Ça y est, c'est noté. Allez, c'est noté. On dirait qu'on a plus le droit de revenir en arrière. Super. Ça y est, les auditeurs sont témoins. Attention, hein. Ouais, y a pas de problème. Bon, en tout cas, on rappelle donc le festival avec grand plaisir. En tout cas, on saura vous recevoir comme il se doit. Vous inquiétez pas. Mon cher Salah, donc le festival, donc c'est du 15 au 18 novembre avec pas mal d'artistes. Donc, comme on l'a dit, d'ailleurs, on va en écouter un dans quelques instants, un artiste rappeur qui a souhaité nous présenter. Notre ami Hossein. Eh bien, on te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très très bientôt, Salah. Hein, avec Mousse et Hakim dans le studio. Hein. Ouais, pas de problème. Rendez-vous est pris. Okay, merci beaucoup, Salah. Bon courage pour le festival. Voilà, salut, et tout de suite on écoute Youssef Swat, un jeune rappeur originaire de Tournai qui sera présent au festival avec son titre Le Petit Moha, magnifique à écouter. Eh bien écoutez, on va écouter ce morceau et c'est parti sur France Maghreb 2, le coup de cœur, et dans un instant aussi, on va parler de la mosquée d'Alger. C'est mon ha, 9 ans le foot, qu'est-ce que je kiffe y jouer avec des sachets remplis de papier que Mustapha aime fabriquer. Tu sais, là où j'habite, l'école c'est loin et puis c'est cher. En ce moment, papa galère car il a pas vraiment de salaire. On vit aux dépens des récoltes. Ce mois-ci ça va pas trop, on doit se serrer la ceinture. Et je t'assure que c'est pas drôle, tu sais j'essaie de faire des efforts moi. Je fais pas de caprice, secrètement je rêve d'une baguette magique pour faire sourire les visages tristes. De temps en temps j'entends parler de l'Occident. Apparemment là-bas les enfants ne manquent de rien, le tout en se plaignant. Et quand papa les diabolise, moi je me dis que la misère est à l'échelle et qu'on a juste pas la même vie. En fait c'est paradoxal mais on peut pas leur en vouloir. Même à mon âge je comprends très bien que la faute est au pouvoir. Tous les affamés d'ici ont le même rêve et veulent cette chance d'un jour partir loin loin et habiter en France. هذا
choses ont changé. J'ai mis une 11e barre sur mon ardoise d'argile. Elle me permet de compter les printemps que j'ai vécu dans ma vie. Les temps ne sont plus les mêmes et ma petite sœur est malade. Dans le village, à part prier, on peut rien faire dans ces cas-là, car le médecin est un escroc. Enfin, c'est ce que maman dit, mais elle s'affaiblit et à tout moment ça peut partir en vrille. Moi, je suis pas naïf, je sais que la mort nous attend tous, mais je sais pas vraiment pourquoi elle guette les enfants comme nous. Le soir sur mon tapis de paille, je prie qu'Allah la garde avant de fermer les yeux, le ventre vide, mais je résiste à la dalle. Cette nuit, tu sais, j'ai fait un rêve super chouette. Papa et maman étaient riches, du caviar sur la fourchette, le soleil se couchait. On priait Dieu autour d'une table, profitant du vrai bonheur, loin des vautours et des rapaces, enfant. Blague à part, ces temps-ci, ma raison se trouble. Triste à admettre, mais ma lueur d'espoir s'écroule. Avec le temps on est moins d'accord, des hommes sont en colère et mon père m'a dit hier qu'il ne voulait plus de cette galère, c'est clair. Moi-même je ne supporte plus ces guerres interminables, avec pour seul motif une religion et une terre minable. La tension monte beaucoup et des gens brûlent des voitures, ça parle d'éradiquer les gens comme nous, enfin j'en suis pas sûr. Apparemment des musulmans veulent que le pays entier le reste, pendant que d'autres scandent que le Coran ne doit pas être pris à la lettre. Alors ça crée des massacres et depuis quelques semaines c'est très sérieux. J'ai même vu des chiites égorger le père de Moustapha de mes yeux. Ils ont mis le village en garde, on dit qu'ils repasseraient. D'ailleurs nous on s'inquiète, ce soir papa n'est pas rentré. Mon cœur se glace, j'ai moins de sang-froid que quand il est près de moi. Et d'après ce que les gens disent, une mosquée a brûlé ce soir. Mais impossible de savoir s'il s'agit de mon propre père. En tout cas je sais une chose, c'est que je suis vraiment pas près de le perdre. Pas près de le perdre pour des principes dictés par un livre, interprété d'une façon où l'Occident y trouve du bif. Ouais c'est triste, se tirer dessus pour plaire à Dieu, en voulant que ce Dieu les aime sans même savoir s'aimer à deux, libre de le dire. Je veux voir crever ces musulmans en carton qui prônent la religion pour justifier toutes leurs actions. Fausses aberrations pousseront à l'autodestruction de l'amour que pourrait porter le monde entier à la religion. Regardez-vous, pas un pour attraper l'autre, à troquer sa propre vie de merde pour être un pilote. Et puis toi qui écoute cette musique, t'es pas mieux. Face à la misère, tu crois que ton confort t'épargne. Dis-moi, de quoi te plains-tu? Réfléchis, fais l'effort. Le prix d'un an de ma vie équivaut le prix de ton téléphone. Moi, de quoi je me plains? Je réfléchis, je fais l'effort. Le prix d'un an de sa vie vaut le prix de mon putain de téléphone. Un rappeur très engagé aussi, hein, pour le coup. Ouais, exactement. Qui s'appelle, rappelle-nous. Youssef Swat. Youssef SWA2T '. Et il sera au festival Tactique Collectif à Toulouse, Origine Contrôlée. Et il sera aussi ce samedi au Bateau Phare pour ceux qui veulent rejoindre ou aller regarder sur Facebook pour sa tournée. Le Bateau Phare, c'est un artiste qui met, c'est une péniche vers Bibliothèque François Mitterrand. D'accord. Donc pour l'occasion, c'est un artiste militant et engagé qui y est avec des belles paroles. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça a été partagé par les auditeurs et les personnes présentes. Eh bien, dites-nous 01 40 33 9000. La question du jour, je vous la rappelle, messieurs dames. Vous savez que depuis hier, les collégiens peuvent désormais bénéficier de soutien, en plus de l'école évidemment, 4 heures par semaine, donc de manière hebdomadaire. Même si théoriquement les devoirs sont interdits aux primaires, est-ce qu'ils devraient donc ne plus figurer à la maison, ou plus de devoirs à la maison pour les collégiens? C'est la question qu'on vous pose. On va aller voir un petit peu d'ailleurs ce que ça donne au niveau des sondages, et puis on en reparle dans un instant. L'ami Booba qui est avec nous évidemment, et qui va nous livrer son journal, le journal de Booba, les informations que l'on retrouve nulle part ailleurs, évidemment dans le grand forum. C'est ce qu'il a voulu nous faire partager. L'ami Booba, t'as du lourd? En fait, la chronique s'appellera tout simplement disons-nous les choses en vérité. Eh bien, on va se dire les choses dans un instant. Ça me va très bien.
parfait. Et puis dans un instant, on fera aussi un petit tour par Alger avec cette enveloppe supplémentaire nécessaire pour la mosquée d'Alger. Plus de 200 et quelques millions de dollars en plus parce qu'il n'y a plus d'argent. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec cette question et écoutez, moi je suis pas vraiment surpris finalement par le résultat de ce sondage. Il y a des petites différences notables quand même entre Facebook et Twitter. Par exemple, donc la question, je vous la rappelle, faut-il supprimer les devoirs pour les collégiens? Théoriquement d'ailleurs c'est interdit pour les primaires. Je dis bien théoriquement parce qu'ils ont toujours des devoirs hein, visiblement. Vous êtes par exemple sur Twitter 33% à dire oui contre 67% à dire non. Voilà. Et sur Facebook vous êtes 44% à dire oui contre 56% à dire non. Voilà. Voilà. Yacine, est-ce que ça te surprend ce résultat? Moi j'ai donné mon avis tout à l'heure. Peut-être qu'on peut avoir celui de Booba. Oui. T'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Est-ce qu'il faut arrêter les devoirs à l'école? Moi je pense que concrètement excuse-moi. Je pense que concrètement par rapport aux devoirs à l'école, je trouve déjà que au niveau du matériel qu'ils ont, au niveau de leur cartable, déjà c'est assez lourd. C'est-à-dire sur le plan physique, ça c'est compliqué pour beaucoup d'enfants. Après je rebondis un petit peu sur ce qu'on s'est dit en off hein. Il est clair qu'à un moment donné, il faut passer des temps aussi en famille, ci et ça et je trouve que les enfants passent beaucoup trop de temps. C'est-à-dire, il y a des enfants qui, à partir de 7h du matin, sont déjà dans le cursus, ils sont déjà à l'école, des petits enfants, et reviennent chez eux à 19h30, 20h. Chose qui est très 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 compliquée, je trouve. Donc, je serais pour ne pas... On est plus pour l'allègement que pour le durcissement de leur temps scolaire et leurs devoirs. La majorité des auditeurs, d'après ce sondage, en tout cas, c'est l'inverse. Voilà, ils sont pas pour ce qu'on arrête donc les devoirs pour les collégiens. C'est un peu plus prononcé sur Twitter. Que sur Facebook. Voilà. Donc on continue en tout cas de répondre à cette question très intéressante aujourd'hui. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à participer. Facebook France Maghreb 2, c'est la page Facebook France Maghreb 2 qu'il vous faut aller pour aller voter. Et sur le Twitter #LGF officiel, sur le compte LGF officiel d'ailleurs que vous pouvez liker et suivre. Et bien sûr vous pouvez voter. Et on en reparle donc tout à l'heure pour avoir une petite tendance, j'allais dire générale, de ce sondage d'aujourd'hui. On va aller faire un petit tour avant de retrouver Booba pour son journal du Booba. Et si on se disait les choses franchement, Booba, disons les choses. Voilà. On va aller du côté d'Alger pour parler de cette rallonge budgétaire de 260 millions de dollars qui est prévue, cette rallonge budgétaire, dans le projet de loi de finances 2018 pour l'achèvement de la grande mosquée d'Alger. Alors ce projet qui avait été contesté par beaucoup d'Algériens, un coût en tout cas qui ne cesse d'augmenter, qui pourrait, écoutez bien mes amis, atteindre au total 2 à 3 milliards de dollars. 2 à 3 milliards de dollars pour l'achèvement de cette grande mosquée d'Alger. Est-ce que c'est bien utile aussi? Moi je trouve que c'est super cher. Je trouve que c'est trop vu le pays, l'état du pays, des finances du pays, du taux de chômage, etc. Je trouve que voilà, c'est trop peu élevé et par rapport aux difficultés des citoyens algériens. Je pense que c'est même à la limite du respect, du manque de respect quoi. 2 à 3 milliards pour une mosquée. Énorme. Booba, ça te parle? Ça me parle trop même. Ouais. C'est beaucoup trop. Oussine a tout dit. Hein. Vu l'état du pays, vu la conjoncture, non, c'est compliqué. Tu te rends compte, ça ferait à peu près 100 euros par habitant algérien. Ça ferait à peu près 100 euros par habitant algérien, ce qui fait en dinars à peu près entre 10 000 et 20 000 dinars. Tu vois, pas selon le taux. Ouais. C'est exceptionnel, entre 15 000 et 20 000 dinars selon le taux, donc c'est exceptionnel. Ouais. Ils vont pas tous y aller dans cette mosquée, tu vois, malgré tout. Donc, ouais, elle sera la plus grande mosquée d'Afrique. Hein. Voilà. Après, elle sera beaucoup plus grande que celle du Maroc, par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'on est dans un concours de on a l'impression, vu d'ici en tout cas, peut-être qu'on se trompe, mais voilà, c'est une espèce de concours. Donc voilà, je sais pas comment expliquer. Je suis pour le développement de la culture religieuse dans nos pays, mélanger à la culture du pays aussi, etc., etc. Mais chaque chose a sa limite et il y a des priorités dans le pays qui ne sont pas pointées du doigt. Malheureusement, il y a un taux de chômage et un développement économique qui est freiné, mais d'une manière phénoménale, avec des lois qui sont pas adaptées à la population. Il y a trop d'économies, comment on parle, économies parallèles et non enregistrées dans les caisses de l'État qui lui permettent pas de se développer. Il faut à un moment donné qu'elles se tournent vers ces populations. Ok, elles ont développé le logement et les crédits pour les achats des voitures ou le projet par rapport aux créations d'entreprises des jeunes, mais je trouve que c'est pas encore assez.
Il y a un gros taux de chômage qui peut pas. En fait, les gens sont tellement dans la crise et la misère qu'on peut pas se permettre de leur cracher à la gueule comme ça 3-4 milliards pour une œuvre. Alors en tout cas, votre avis nous intéresse. Vous pouvez nous le donner bien sûr tout à l'heure, notamment dans Libertad au 01 40 33 9000 pour intervenir tout à l'heure. Donc on va éviter de casser le studio, hein? Qu'est-ce qui se passe, Ossine? Non, c'est rien. Bon, très bien. Tout va bien, t'es pas blessé? Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Mais bon, c'est rien, vous inquiétez pas. Bon, tout va bien. Allez, on va maintenant écouter l'ami Booba pour cette petite chronique qu'ils veulent nous proposer tout de suite. Alors Booba, de quoi on va parler aujourd'hui avec toi? Disons les choses, nous allons parler un peu de comment dire, il y a pas si longtemps, on a fait un petit reportage avec le club de lecture Read, le club de lecture dédié aux auteurs afro. Donc c'était l'honneur, enfin ce qui était mis à l'honneur, c'est le livre de Assa Traoré, la famille Traoré. Ouais. C'est-à-dire Lettre à Adama. Et de là, ben voilà, on a filmé un peu les débats, les échanges entre les gens. Et à un moment donné, bon, ça s'est passé dans un cadre très très beau, c'était un barbershop. Ouais. Très très beau, très très bien décoré et tout ce qui va avec. Et on s'est dit, bon, on va aller peut-être voir le barbershop et discuter avec lui parce que depuis un certain petit moment, on s'est dit, on s'intéresse un petit peu au phénomène des barbershops. Et il se trouve qu'en parlant avec ce barbeur, bah, on s'est rendu compte que monsieur n'était pas que dans une logique business, mais aussi dans une logique où, à un moment donné, il ferait du social. C'est-à-dire que il a une espèce de groupe d'investissement de personnes qui investissent dans les barbershops, et dans les personnes qu'il emploie en tant que barbeur, il les forme pour que ces personnes-là aussi créent des barbershops. D'accord. Donc ça nous a beaucoup intéressé, beaucoup intrigué. Et en fait, voilà, il s'appelle John le proprio, et son barbeur est à Arcueil et s'appelle le Groomers. À y aller. Voilà, à y aller. Ouais. Franchement. Ok, autre chose? L'autre chose, c'est que très concrètement, il n'y a pas si longtemps à Grigny, il y a eu l'appel de Grigny. C'est-à-dire que monsieur Jean-Louis Borloo a demandé à tous les maires qui avaient des villes dites en zone prioritaire de venir et de Grigny étant la ville la plus pauvre de France. Voilà, effectivement, étant la ville la plus pauvre de France, et de venir et de parler un petit peu de leurs difficultés. Donc il y avait une scène avec voilà, pas mal de revendications et autres. Et nous on en a profité à un moment donné pour avec la radio, Bloc Contre Radio, pour interviewer un petit peu les gens qui étaient là, dont certaines grosses têtes entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, le maire de Sevran, et d'autres. Et bon, après, notre avis sur la question, c'est que concrètement, voilà, il y a eu beaucoup de demandes de financement vis-à-vis des subventions, et voilà, via la politique de la ville. Mais encore une fois, la situation des quartiers reste la même, et c'est bien beau les subventions, mais il faut les utiliser à bon escient. C'est un peu l'appel. C'est voilà. ça. Ouais. Voilà. Et Grigny, comment ça se passe? Est-ce que les tensions se sont un peu calmées là? Grigny, voilà, en tout cas, hommage à ces deux petits qui sont décédés il y a pas si longtemps, c'est-à-dire monsieur Samba et monsieur Maudit Silla. Et les tensions se sont un peu apaisées. Le temps fait les choses, le temps révèle les choses, et le temps répare les choses. C'est clair que les tensions s'apaisent, petit à petit elles s'apaisent. Merci Booba pour cette petite chronique. Très bonne chronique, hein. Et je vois qu'il y avait une petite instru dans le fond et tout. Ouais. Franchement, bien, hein. Il y a des privilégiés, viennent d'arriver. Pas un jingle. T'as vu un peu, hein? Non, lourd, franchement. On arrive à faire des trucs magiques quand même. Super bien. Bon. Merci. C'était cool. Hein. Et les interviews d'ailleurs d'Anne Hidalgo et compagnie, je vous les conseille. Ils sont disponibles ou j'ai vu des petits extraits? Ils sont disponibles sur la page Bloc Contre Radio, et voilà. C'est ça. À voir, quoi. À voir, excellent. Bon. Bien sûr, on va parler d'un sujet qui, moi, j'avais envie de le mettre à la une parce qu'il faut qu'on en parle ensemble. Parce que ça soulève des questions. C'est l'histoire de 3 mineurs âgés de 14 ans et 15 ans qui ont été condamnés par le tribunal pour enfants de Paris dans la semaine du 30 octobre pour avoir échangé avec le terroriste français très connu qui s'appelle Rachid Kassim sur la messagerie cryptée qui s'appelle Telegram. C'est ce que nous rapporte France Info de sources judiciaires confirmant une information d'Europe 1. Ils ont écopé, écoutez bien, de peines allant de 6 à 18 mois de prison ferme. Le parquet a fait appel de cette décision.
mais Kassim visiblement conditionnait donc des adolescents à distance. Ils échangeaient donc, je rappelle, des messages avec Rachid Kassim, considéré donc comme l'un des principaux recruteurs français du groupe Daesh. L'homme les aurait conditionnés à distance. Depuis, donc Kassim aurait été tué visiblement en Irak lors du frappe de la coalition. Sur Telegram, donc les 3 adolescents évoquaient de plus en plus clairement leur intention de rejoindre et de passer à l'acte un attentat. Ils ont été interpellés 2 mois après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc en Seine-Maritime, le 26 juillet 2016. Perpétré par 2 jeunes qui avaient été d'ailleurs eux aussi en lien avec Rachid Kassim. Une dizaine d'autres adolescents français arrêtés également pour leurs échanges via la messagerie Telegram avec Rachid Kassim sont en attente de leur procès. La question que je vous pose, moi, 14 ans, 15 ans, effectivement, on peut avoir été endoctriné, on peut avoir été attiré par ce genre d'individus en utilisant cette messagerie. On a su les interpeller à temps. Est-ce qu'en réponse, on leur doit la prison ? Moi je crois pas trop. Je crois pas, je pense vraiment que l'État doit faire un travail avec eux justement pour comprendre déjà. Ce serait pas la première fois que l'État utilise des jeunes comme cobayes, donc je pense que là ils peuvent les interroger plus sur leur manière de penser, comment ils sont arrivés jusque là, rentrer en contact ou à vouloir rentrer en contact avec un chef terroriste, comment ils ont fait pour arriver jusqu'à Telegram et rentrer en contact aussi. Tout ça c'est des questions que l'État doit se poser et travailler en collaboration avec ces jeunes. Ensuite les montrer en exemple dans les quartiers et voir s'ils sont vraiment ils ont voulu rien faire de mal et qui sont vraiment innocents et qui veulent changer les choses. Peut-être que ces jeunes-là, au contraire, faut leur tendre la main et les montrer en exemple dans les quartiers pour qu'ils aident à éradiquer tout ce phénomène terroriste. Et puis quand on a 14 ans, 15 ans, on peut avoir des perceptions qui sont tout autres. On se cherche, on est adolescent, vous le savez, on est tous passés par là, on se cherche, on essaie de faire des bêtises et puis d'être attiré par les interdits. Et alors évidemment, ça peut être des interdits qui peuvent être considérés comme gravissimes et qui peuvent aboutir aussi à des choses excessivement graves. Ceci étant, est-ce que la prison est la meilleure des réponses, Bouba, apportée aux enfants de 14-15 ans pour avoir échangé donc avec un terroriste, rappelons-le, sur Telegram, la messagerie cryptée. Voilà, c'est la question que je pose. Et peut-être aussi on peut se poser la question différente, où sont les parents aussi, peut-être. C'est ça, mais du tout. On connaît l'histoire, on sait très bien que la prison n'est pas une solution du tout. Comme l'a dit Houssine, à un moment donné, l'État doit prendre en charge ses enfants et après, comme tu disais, il y a aussi les parents. C'est-à-dire que c'est clair qu'on vit dans une époque où les parents sont dépassés par plein d'événements et par la société elle-même. Mais souvent, j'ai tendance à dire comme quoi, les parents, il y a peut-être un travail qui n'a pas été fait, au préalable. Mais concrètement, non, la prison n'est pas du tout une solution et malheureusement aussi, on va sûrement les convier à un programme de déradicalisation CSA qui lui-même n'est pas, selon moi, efficace. Voilà, je pense que c'est un bon fonds de commerce pour prendre de l'argent à l'État. Bon, après, ça ne reste que mon avis. Mais concrètement, dans la prison, non. Mais à un moment donné, il y a un tout autre travail à faire et peut-être qu'il faut laisser ça à des associations qui soient légitimes et qui soient en prise avec le terrain. Parce que la prison, ça peut avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire de renforcer cette radicalisation. Ouais, moi j'y crois. Pour ces jeunes, en tout cas, à 14-15 ans, quand vous vous retrouvez en prison, là vous rencontrez pas forcément des gens qui sont pas des enfants de cœur pour le coup, en tout cas pour certains, et ça peut-être les conduire à peut-être basculer de l'autre côté, mais plus facilement, j'ai envie de dire, non? Mais même c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que la répression, est-ce que la prison est une réponse à tout, je veux dire, à tous les délits qu'on peut commettre? Et pour le coup, lorsque ça concerne des adolescents, 14 ans, 15 ans, moi j'ai un fils de 14 ans, j'ose pas imaginer ce que ça peut donner un passage en prison. Parce qu'on parle souvent de radicalisation, mais en vérité en prison on est plus sujet à se spécialiser à d'autres domaines, on va dire négatifs, c'est-à-dire le braquage, le mec il apprend à couper, il apprend voilà, c'est tous les risques de la prison. Les mecs se retrouvent mélangés à des gars qui ont fait d'autres délits et d'autres crimes. Et ceci étant, cela ne veut pas dire qu'il faut que ça reste sans réponse. Évidemment qu'il faut effectivement faire comprendre à l'adolescent que ce qu'il a fait c'est totalement irresponsable, etc. De sensibiliser aussi les parents, de surveiller un peu plus leurs gamins aussi, de voir ce qu'ils font. C'est facile, je veux dire, combien de gamins qui se retrouvent dans leur chambre comme ça de manière isolée avec leur portable, d'aller sur internet, sur Facebook, etc. sans avoir d'explication
sur quoi que ce soit. Il faut s'intéresser aussi un petit peu à ce que font leurs enfants, vos enfants, dans les chambres le soir, ou également avec qui fréquentent. C'est important ça, non, aussi, je sais pas. Bien sûr, c'est important, bien sûr, sans trop faire les chaperons tout autour, mais quand même, moi je pense que le plus important déjà c'est l'écoute et la communication avec les enfants. On l'a déjà prouvé à maintes reprises, quand un parent s'entend bien avec ses enfants, qu'il y a toujours une communication, qu'il y a un certain respect et une confiance qui est mise entre le parent et l'enfant. Ouais. Je veux pas rentrer j'en ai pas dans les maternelles sur France 5, mais bon, j'essaie de trouver un petit côté sociologique à la chose. Ouais. Donc oui, on trouve vraiment déjà dans nos quartiers, en France en général, on devient de plus en plus individualiste par rapport à nos voisins et nos amis, mais on le devient aussi dans le cercle familial. On voit qu'il y a de plus en plus de familles où les parents sont de leur côté, les enfants chacun dans son coin aussi, personne ne sait l'histoire. À table, chacun son portable. Exactement. Et ça c'est un gros danger. Il faut vraiment commencer par là, je crois. On prend votre avis aussi au 01 40 33 9000. Est-ce que la prison est un outil indispensable et nécessaire pour justement répondre à ce type d'action, comme je viens de l'évoquer, donc 3 enfants qui ont été condamnés à entre 6 à 18 mois de prison pour avoir échangé avec un terroriste sur Telegram, une messagerie cryptée. Le parquet donc a fait appel. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur Christophe, vos chroniqueurs. Bonsoir. Alors. Bonsoir. Juste réagir 2 minutes à propos des adolescents là. Oui. Donc, très bonne question. Je pense que vous avez des sociologues qui vous entourent, des juristes là. Et le problème... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, docteur. Mais bon, merci pour le compliment. Parce que j'ai attrapé vite là, parce que là, non, vous voulez dire que vous avez eu l'impression d'entendre des juristes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est sont éminents dans leur réaction. Bon. Là, le problème, juste pour faire vite, là, monsieur Valls, il a parlé hier des responsabilités des familles. Pour une fois, je lui accorde beaucoup de crédit à ce qu'il a dit. C'est-à-dire seulement, le pauvre, il est schizophrène. Il est mieux quand il est à l'opposition, quand il était au gouvernement. Il parle des jeunes, des gamins qui sont avec leur mère en Syrie et en Irak. Il a bien réagi. Il a dit que c'est la responsabilité des familles. Donc les familles, bien sûr. Je suis pas d'accord, moi, docteur. Je suis pas d'accord. C'est la responsabilité de la France. Je suis désolé qu'il les a laissés partir. Ah, justement, vous l'arrachez, monsieur Christophe. Vous savez, de ma bouche. Ah, je suis d'accord avec vous. Donc c'est pour cela que je l'ai traité, le pauvre, de schizophrène. C'est-à-dire, il a oublié que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les pays de l'OTAN ont fermé les yeux sur leur arrivée en Syrie et en Irak. Là, il dit l'Irak, c'est un État, donc ils peuvent être jugés là-bas. Après, il parle que vaut mieux qu'ils ne reviennent pas parce que en Syrie, il n'y a pas d'État. Et entre les mains des Kurdes, ils vont les fournir. Bon, d'après les nouvelles qu'on a, les pauvres sont actuellement dans les prisons du régime. Enfin, du système, là, il y a un ensemble. Il y a les Iraniens, les Russes, les Chinois et j'en passe, qui font une alliance contre les terroristes qui sont quand même alimentés par X, Y et Z, par les États du Golfe et tout. Donc actuellement, un étranger qui fait des ennuis en France, il est jugé par la France, ce qui est logique. Ainsi de suite, ces citoyens français arrivés en Syrie, comment ils ont fait là, vous le pensez, monsieur Christophe? Donc, ils soient jugés par le système qui est sur place, parce qu'ils ont tué, ils ont, comme vous dites, Raqqa, des Razor, même partout, à Alep, ils ont semé quand même, ils ont violé des gens. Docteur, pardonnez-moi, parce que là, on fait un peu de hors-sujet quelque part. Oui, là, on parle de jeunes. Chez nous, en France, il y a la responsabilité des familles, vous m'entendez là? Oui. Des familles et de l'État. Donc les emprisonner, ça n'avance rien, sauf il faut les entourer, les encourager le bon chemin. Et ça, je pense, c'est la responsabilité de nous tous, c'est nos enfants. Faut pas qu'ils bousculent de cette manière-là, il est temps. Donc on a la leçon depuis 7 ans. Donc, il a raison, c'est lui qui dit, bon, maintenant, on est dans un état de droit, il faut savoir pourquoi ils étaient condamnés, ces pauvres gamins. Vous voyez, donc vous dites, votre enfant de 14 ans, je pense,
vous, monsieur Christophe, c'est pas pour vous vanter, quand même, vous cherchez à savoir ses fréquentations, ses cours, son école, son trajet, vous et la famille qui vous entoure. Merci docteur, merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que la France avait supprimé cette interdiction de quitter le territoire pour les mineurs, ce qui fait que les mineurs pouvaient quitter le territoire pendant 3 ans. Sans aucun contrôle et en toute tranquillité, j'ai envie de dire, avant que en 2015 on ait remis donc cette interdiction de quitter le territoire sans une autorisation parentale pour les mineurs. C'est-à-dire que les mineurs avaient la possibilité de partir sans autorisation parentale pendant plus de 3 ans en France. Voilà. Donc quand je parle de responsabilité française, évidemment qu'elle est là et bel et bien. Je précise, tiens, à toutes fins utiles, pour ceux qui entendent parler beaucoup de Charlie Hebdo et de cette dernière une dégueulasse sur Tariq Ramadan, il y en a une autre qui se prépare pour demain, visiblement, et elle concerne Edoui Plenel. Et des liens faits avec Tariq Ramadan, justement, du prédicateur Tariq Ramadan, une assez pas belle et moche, encore une fois, demain pour Charlie Hebdo. Bon, alors... Donc la prison, c'est pas une réponse en tous les cas, c'est ce qu'on en conclut ensemble ce soir concernant donc ces 3 mineurs, et il y en a une dizaine d'autres d'ailleurs qui sont en attente de jugement pour les mêmes délits, pour avoir donc échangé avec ce fameux terroriste qui a été tué d'après les informations en tout cas, Rachid Kassim, sur la messagerie cryptée Telegram. On va maintenant changer de sujet pour revenir justement dans les quartiers. On va aller du côté de Sarcelles. Et oui, la banlieue lit. Et oui, la banlieue parle des livres. J'avais vu un tweet passer assez dégueulasse par rapport à Bibliothèse. Ouais, il y en a quelques-uns, ça existe. Ouais, la fachosphère se déchaîne en ce moment. Ah bon, ouais, depuis un moment, mais on n'en communique pas là-dessus. On préfère faire ce qu'on a rien. C'est ça. Très bien. Oui. Bouba a l'air de faire l'étonner. Ah ouais, non, mais je savais pas que... parce qu'on n'en parle pas, en fait. On n'a pas voulu communiquer. Non, mais bon, c'était toujours bon quand même de le dire. Ouais, que la fachosphère s'en donne à cœur joie en ce moment. On les excite un peu aussi, hein, en même temps. Mais bon, c'est qu'on a tapé dans le mille, ça. Voilà, c'est ça. Donc, la banlieue lit, la banlieue aussi, eh bien, s'intéresse aux auteurs, et on a fait ce concept Bibliothèse aussi. Exact. Et le prochain rendez-vous, et pas des moindres, c'est samedi prochain. Voilà, exactement. Bibliothèse revient avec après quelques mois d'absence puisqu'il y avait les vacances, etc. Donc on revient à partir du 11 novembre. C'est ce samedi-là. Alors, faut noter, c'est ce samedi à partir de 18h30 à Sarcelles. Et on revient pour la 7e édition avec comme invité Hanan Charii, qui est l'auteur du livre Ma mère patrie. Donc je vais refaire un point sur elle. Alors déjà sur Bibliothèse, je vous rappelle que Bibliothèse, c'est un événement qui se déroule tous les 1 mois et demi, on va dire, au milieu des quartiers de Sarcelles, qui sont accessibles par train et pour tout le monde, hein, bien sûr, c'est la culture. RERD. Exactement, RERD. Bon, prévoyez un peu d'avance, hein. Bon, en voiture, c'est très, très facile d'accès. On est à 15 minutes de Paris. Ouais. Donc, en fait, nous, notre but, c'est d'inviter un auteur issu des quartiers ou un auteur qui traite des quartiers ou de l'immigration. Donc, à travers son histoire, nous, on invite un public qui est concerné et puis qui, à la fin de son explication, de son introduction, lui pose des questions. On débat à travers son livre. Donc, on se sert du livre comme outil afin de créer des débats et de libérer la parole dans les quartiers. Donc, nous, notre objectif, c'est que nos histoires soient racontées par nous-mêmes et pas plus seulement comme avant par les autres, et que de mettre toutes ces histoires en avant. Donc pour revenir sur notre invité de ce samedi, c'est Hanan Charii. Donc le 14 juillet 2016, Hanan perdait sa mère Fatima, première victime de l'attentat de Nice. Elle lui rend hommage dans son livre Ma mère patrie, et selon la présentation de son ouvrage, elle y dévoile la personnalité de cette mère d'exception, exigeante et généreuse, puisant ses valeurs de paix et de tolérance dans sa pratique de l'islam. Mais Hanan y raconte aussi son chagrin dans l'omniprésence médiatique et la haine que sa famille a dû endurer en plein deuil. Donc, comme elle avait témoigné dans l'Obs, elle avait subi des propos haineux et des menaces alors qu'elle était allée déposer des fleurs en mémoire de sa mère sur la promenade des Anglais. Voilà, on s'en souvient parce que ça avait fait débat. Pour moi, Hanan, c'est une jeune fille qui a subi une genre de double peine, puisque la perte de sa mère et des attentats terroristes, mais en même temps l'islamophobie ambiante qui l'a poursuivi à travers tout ça, et ça l'a poussé à écrire son livre, de s'y présenter, de s'y dévoiler, de partager sa peine et ses joies aussi, pourquoi pas, dans son livre. Donc elle nous le présentera ce samedi 11 novembre à 18h30, c'est au 23 boulevard Jacques Copeau à Sarcelles. Et donc si vous voulez plus d'informations, c'est la page Bibliothèse, biblio comme la bibliothèque, apostrophe TE2S. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, n'hésitez pas à vous y rendre et à aller rencontrer Hanan et surtout toute l'équipe de Bibliothèse. Voilà, il y a une belle première partie avec d'autres auteurs, avec du slam, plein de choses, et à la fin, bien sûr, débat et un buffet offert pour partager encore, et il y aura son livre en vente et d'autres livres, voilà.
Là, il faut envoyer des caméras là pour aller montrer. Et il y aura France 3 Île-de-France qui sera présent normalement. Très bien. Voilà, pour montrer un autre visage de la banlieue. C'est notre but celle aussi, qui lit, celle qui s'intéresse et qui s'ouvre. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est trouvé un nouvel objectif. C'est qu'au début, on se disait des fois on atteint les plus de 90 personnes dans cette salle. Qui se rappelle, c'est le sous-sol d'un PMU. Donc voilà, faut le faire en plein milieu des quartiers. Et au début, on se disait la salle c'est pas à 100% des Sarcellois. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve qu'on a atteint un nouvel objectif sans le vouloir forcément, c'est qu'on arrive à ramener des gens de Paris, du 77, du 92, de plein de départements, et on arrive par exemple dans la semaine quand ils parlent avec des amis, ils se disent ce samedi je vais à Sarcelles. Ça veut dire qu'un samedi soir dans leur semaine, ils bloquent une soirée pour venir jusqu'à Sarcelles, ce qui est sociologiquement phénoménal, puisque à la base normalement c'est les banlieusards qui vont sur Paris et c'est l'effet inverse. Et voilà, on en est fiers. Bon, et bien super en tout cas. Et Anan qui sera avec nous demain. Exactement, elle sera avec nous dès 17h30 pour intervenir à la radio. Voilà, pour nous parler justement de son espace médiatique, parce qu'elle a été pas mal médiatisée depuis ce drame du 14 juillet 2016 à Nice. Elle sera avec nous pour nous donner un petit peu de ses nouvelles. On l'avait eu d'ailleurs, je crois, l'année dernière. Donc il est toujours intéressant de la réécouter, et puis pour lui pour lui parler de cet événement. Ça sera l'occasion de le rappeler demain, donc 18h30 samedi 11 novembre à Sarcelles. Pour l'événement Bibliotest, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook Bibliotest, comme bibliothèque, exact, apostrophe TE2S. TE2S. Voilà. Dans un instant, Booba. Oui. Libertad. Attention, les gens se déchaînent. Je connais pas. Tu connais pas Libertad? Tu vas connaître. Ok, d'accord. En fait, les gens peuvent nous appeler, d'où qu'ils soient. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. D'où le titre Libertad. Ok, magnifique. 01 40 33 9000. On vous donnera aussi des nouvelles de la question du jour aujourd'hui. Doit-on supprimer les devoirs pour les collégiens? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter LGF officiel Libertad. 01 40 33 9000 dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Cosinras, c'est Booba Bakar qui est avec nous sur France Maghreb 2 de Grigny. Booba de Grigny dans le 91. Là on est sûr que c'est dans le 91 aussi. On est sûr c'est sûr et certain. Allez, Libertad mesdames messieurs, 01 40 33 9000. Tu vas goûter à ça mon ami Booba, je suis sûr que tu vas pouvoir t'en passer après. Alors je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas vous pouvez nous dire ce que vous voulez, réagir à l'émission, nous faire partager un coup de cœur, un coup de gueule, une dédicace, bref, faites ce que vous voulez. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît? Alors je m'appelle Samira, j'appelle du Val-de-Marne, donc je vous appelais juste pour vous remercier, vous et votre équipe des qualités de vos émissions, voilà. Ah bah c'est gentil ça. Au travail, entre deux domiciles, je vous écoute tout le temps. Vous faites quoi dans la vie? Comment? Vous faites quoi dans la vie? Je suis sage-femme. Ah, magnifique, bravo. Merci Christophe. Et j'avais un petit coup de gueule par rapport à tout le lâchage médiatique qu'il y a sur Tariq Ramadan. Donc c'est un monsieur que je connais pas. J'ai jamais été à aucune de ses conférences. J'ai jamais lu aucun de ses bouquins. Mais je suis, outrée de tout ce que je lis. De tout ce que de tous les jours il y a de la lecture sur lui et je suis vraiment choquée je me dis on n'attend pas qu'il y ait un procès, il est tout de suite accusé, il est tout de suite et puis par notre communauté en plus, des gens de chez nous, entre Chalgoumi qui parle de lui de violeur, mais c'est une honte, donc pour moi quoi qu'il ait fait, je pense pas que ce soit un violeur, sincèrement, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que c'est sa sphère privée, ça le regarde. Et puis il y a la sphère publique, ce qu'il fait, la qualité de ses débats, etc., ce qu'il écrit. Il y a les deux côtés. Je pense qu'il y a un gros mélange. Et je suis choquée. Voilà. Merci. Voilà Christophe, ce que je voulais dire. Samira, vous êtes où là en voiture? Ça roule bien, ça va? Oui, moi je suis dans le Val-de-Marne, je suis vers Ormesson, oui, ça roule bien. Bon, parfait. Merci Samira en tout cas pour votre appel. Je vous remercie et puis merci également à vos invités qui sont sur le plateau. Merci Samira, à bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous dire des petites gentillesses, pas de problème, pour nous engueuler aussi, on prend des problèmes. Vous avez le droit, faites-vous plaisir. France Maghreb 2, bonsoir. Voilà,
C'est ça aussi ça la Libertad. Bravo. Ah oui, bravo. C'est voilà, vous avez reconnu évidemment. Et maintenant que t'as fait ça, regarde-toi dans le miroir et dis-toi mais qu'est-ce que je viens de faire. C'est ça la vraie. C'est qu'il va se remettre en question. François Galde, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir. Abdelrahman de Paris, on t'écoute. Oui, bonsoir à vos invités. Je voulais intervenir par rapport à la mosquée d'Alger. Oui. C'est une mosquée qui sert absolument à rien du tout. Parce qu'en fait, même au niveau de la valeur ajoutée par rapport à l'infrastructure d'Alger, cette mosquée se trouve à la périphérie d'Alger, c'est-à-dire à l'extérieur, en banlieue d'Alger, c'est-à-dire à côté de l'autoroute. Donc, au niveau de l'infrastructure, elle sert à rien du tout. Au niveau de la création de l'emploi, ils ont rien créé, c'est-à-dire elle n'a pas créé de l'emploi parce que c'est un projet qui a été donné à des Chinois, une société chinoise. Et en plus, là, elle a coûté 3 milliards d'euros, mais c'est qu'un commencement, parce qu'en fait, l'autoroute Est-Ouest, elle a été estimée à 2 milliards d'euros, elle a fini à 20 milliards d'euros. Donc cette mosquée, il y aura encore des surprises par la suite. L'année prochaine, vous allez voir que la loi de finances 2019, ils vont accorder un autre budget de 200 à 300 millions d'euros, ainsi de suite, jusqu'à Merci. va coûter à 2 milliards d'euros. Merci pour ton coup de gueule, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ouais, parce qu'il faut que ça aille vite pour laisser la place et la possibilité à tous les auditeurs et auditrices qui souhaitent intervenir dans le cadre de Libertad. 01 40 33 9000 pour prendre la parole maintenant. France Magal 2, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, quel est votre prénom et votre ville d'appel? Pardon, oui. Oui, c'est Mourad de Paris. Salut Mourad, on t'écoute. Oui, alors bonsoir. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai un grand coup de gueule à faire contre la compagnie Royal Air Maroc. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, ils font a priori du surbooking. Ah, bon, ça c'est pas la seule. Hein. Écoutez, oui, peut-être, mais voilà, que c'est un manque vraiment, mais total de respect vis-à-vis des familles. Parce que quand vous avez une femme et 3 enfants qui viennent avec leurs billets et qu'on refuse qu'ils montent dans l'avion, je trouve ça vraiment inadmissible, d'autant plus qu'ils sont complètement abandonnés à eux-mêmes. C'est ce qui vous est arrivé, Mourad? Donc voilà, je voulais vraiment signaler cette compagnie qui fait du surbooking et qui ne respecte pas ses clients. Et je trouve ça vraiment intolérable, d'autant plus qu'il n'y a aucun recours. Merci Mourad de l'avoir dit. À bientôt. Je vous en prie, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Le surbooking dans les compagnies aériennes, ça c'est pas nouveau. Hein. Ouais, ça se fait même d'ailleurs pour ceux qui partent au Hajj. Hein. Exactement. Ouais. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Nadia. Pardon, est-ce qu'on vous entend mal? Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre téléphone s'il vous plaît? Nadia. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Bonsoir, d'Orléans. Bien sûr, on vous écoute. Alors moi j'ai un gros coup de cœur à partager. Ah, un coup de cœur pour finir, c'est bien. Allez-y. Je voudrais parler de Jiggy Diarra, qui est un jeune homme de Grigny. Ouais. Et c'est un acteur, un réalisateur et un journaliste, et il a de vraies causes à défendre. Là actuellement il prépare un film sur les bavures policières et ça serait bien, je pense de l'inviter. Alors Booba, est-ce que tu le connais d'abord? Ah oui, on le connaît très bien. Ah, vous le connaissez bien? Très bien. Ah bah Booba est de Grigny, donc il connaît. Hein. Super. Il connaît, il sait que c'est un frère qui est super, et il est ambitieux, il a beaucoup de talent, et vraiment je pense qu'il va faire beaucoup de bruit et il mérite qu'on parle de lui. Ouais, il fait du beau boulot. Ouais, il fait du beau boulot. Bon, alors, vous savez quoi? On va essayer de le faire venir. Super, merci beaucoup. Voilà, parce que vous êtes comme ça. Merci beaucoup en tout cas depuis Orléans de rester vaillante comme ça. Merci beaucoup pour votre coup de cœur. Quoi, j'ai dit une connerie? Non, c'est ça, depuis Orléans, c'est bien. Oui, depuis Orléans, d'être vaillante. Coup de cœur. Voilà. Merci en tout cas à tous et toutes. Voilà, Libertad là, très constructif. Ah ouais, magnifique. Ouais, magnifique. On signe, voilà. À part la poule. Non, mais même la poule, c'est un art. C'est vrai qu'elle l'a bien fait. C'est un art. C'est un art de pouvoir faire une poule comme il faut et sans bavure. J'ai envie de dire. Merci beaucoup, Sine. Merci à toi. Tiens, la semaine prochaine, mon cher ami Sine, on sera avec une chanteuse. Ah, c'est cool. Elle s'appelle Samira Bramia. D'accord. Alors là, c'est une pure voix. Alors voilà, c'est une chanteuse de ouf. Je vais essayer de découvrir ça. Et elle a bien avec sa guitare, donc ça va être cool la semaine prochaine. Demain, on reçoit Anna Chari, donc qui sera avec nous sur France Maghreb 2 par téléphone, et elle participera à Bibliothèque ce samedi à Sarcelles. Boubacar, on te revoit quand, toi? Très bientôt. T'as vu, j'essaie d'être là au moins 1 à 2 fois par mois, tu vois. Donc on va essayer d'être là. Parce que faut expliquer aux auditeurs, hein, prendre rendez-vous avec Bouba, c'est juste impossible. Là, ça y est, tu commences. Là, tranquille. On a préparé cette émission, je me souviens, en 2015-2016. C'est ça. Ah non, c'est pas ça. On a passé un truc comme ça, ouais. Merci Bouba, en tout cas, à très vite. Merci beaucoup les gars. Dans un instant, l'ami Medjed, il est là. Oui. Pour la bonne humeur jusqu'à 20h, petites annonces, jeux, détente, bonne humeur au programme. Restez bien à l'écoute de France Maghreb 2. Nous on est de retour demain avec Nadir Kaya entre 16h et 18h. Le grand forum toujours et encore au cœur de l'actualité. Méfiez-vous des imitations. L'original, l'authenticité, c'est tous les jours 16h
sur France Maghreb 2. Il est pile 18h. Allez, un peu passé d'une minute, faut le dire. Le flash tout de suite de Marine Garel pour l'actualité de ce mardi soir. Bonjour à tous. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. Accompagné de ses secrétaires d'État et du porte-parole du gouvernement, il a laissé entendre que l'objectif de ramener la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité en France ne serait pas tenu d'ici 2025, car il ne permettrait pas à la France de respecter ses engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs opérations antiterroristes ont eu lieu aujourd'hui. 9 personnes âgées de 18 à 65 ans ont été interpellées dans la région parisienne, ainsi que dans les Alpes-Maritimes, et une personne en Suisse, lors de ces opérations menées par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la direction générale de la sécurité intérieure. L'homme arrêté en Suisse avait évoqué avec des contacts en France des projets d'action violente dont les contours restent flous. Comme hier, les forains mécontents ont bloqué plusieurs axes routiers en direction de Paris. La mairie de Paris reste ferme sur sa décision de ne pas maintenir le marché de Noël des Champs-Élysées en raison de la qualité médiocre des animations et des produits vendus. Porto Rico va perdre 14% de sa population, soit près d'un demi-million d'habitants, à cause de l'ouragan Maria entre 2017 et 2019. Des dizaines de milliers d'habitants ont déjà fui vers les États-Unis depuis le passage dévastateur de l'ouragan. Cette saignée fragilise encore l'économie chancelante de l'île. L'auteur de la fusillade qui a fait 26 morts dans une église du Texas a agi en raison d'un différend avec sa belle famille. Cet ancien militaire avait été jugé par une cour martiale en 2012 pour violence contre son épouse et son enfant. L'armée aurait dû l'inscrire dans un registre de criminels, ce qui l'aurait empêché d'acheter une arme. Sport, elle était devenue la première marathonienne kenyane à devenir championne olympique en 2016 à Rio. Jemina Sumgong, 32 ans, a été condamnée à 4 ans de suspension pour un contrôle positif à l'EPO. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.